Dans les capsules précédentes, on a obtenu notre équation différentielle et puis on a choisi nos fonctions d'approximation. Dans la présente capsule, ce que je vous propose, c'est qu'on vienne exprimer notre critère de Galerkin et puis qu'on l'intègre par partie. Passons aux choses sérieuses. On a notre résidu ici, où on est venu prendre dans le fond notre équation différentielle et puis on a changé le V par un V étoile, qui est notre solution approximative de notre flèche. Et donc, à partir de ça, on va être capable d'exprimer notre critère de Galerkin, qui, dans le fond, ça va être de multiplier notre résidu par nos solutions d'approximation, nos NI de X. C'est nos fonctions d'essai qui utilisent, dans le fond, les valeurs nodales comme nos inconnus. Et donc, on va devoir venir intégrer ça par partie. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on découpe cette intégrale-là en 3 sous-intégrales. Donc, dans le fond, qu'on en fasse des plus petites bouchées digestibles, I1, I2, I3, et qui, tout ensemble, vont reconstituer notre critère de Galerkin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les intégrer par partie pour faire apparaître nos matrices de rigidité. Donc, commençons par I1. I1, c'était le terme suivant ici, celui avec la rigidité en flexion. Et puis, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on a un terme de dérivée d'ordre 4. Hein? Dérivé 2 fois ici, puis un autre 2 fois ici. Donc, on va avoir une 4e dérivée, donc m vaut 2, ce qui veut dire qu'on va l'intégrer par partie 2 fois. Donc, allons-y. Intégrons par partie une première fois. Donc, on va avoir U fois dV, qui est tout ça ici en d2, dx2. Et donc, on va se retrouver avec UV. Donc, NI qui revient directement. Et puis ici, on reprend le même terme, mais on enlève une dérivée. Donc, on a ddx. Et puis ça, on va l'évaluer aux bornes. Et puis, on va avoir moins fois UdV. Donc, là, on va avoir le NI qui a été dérivé une fois, puis notre terme en d2, dx2 qui est juste, qui a perdu une dérivée ici. Donc, on a intégré par partie une fois. Donc, continuons. Mais avant de le faire, définissons un terme en I4 pour pas avoir besoin de tout retranscrire. I4, ça va être cette intégrale-là ici. Donc, revenons à I4. On avait dit qu'il fallait l'intégrer 2 fois par partie. Pourquoi? Parce qu'ici, dans le fond, à droite, on est rendu avec 3 dérivés, D2, dx2, puis avec ddx devant. Donc, on a un d3, dx3. Puis ici, on a NI, x, ça veut dire qu'il est dérivé une fois. Donc, on va intégrer par partie encore une fois pour venir rééquilibrer, pour venir redistribuer en fait nos dérivés. Donc en intégrant par partie, on va avoir U dV, donc ça va nous faire NIX qui revient ici directement et puis le DDX qui disparaît. Donc on va avoir juste le terme ici qui revient ici. On évalue aux bornes et donc moins l'intégrale de V du. Donc notre U, c'était NIX, donc DU, ça va être NI, XX, dérivé 2 fois. Et puis ça ici, on va l'avoir intégré, donc on perd le DDX ici, qui disparaît. Donc on obtient ça ici. Est-ce qu'on l'intègre par partie encore une fois? Ben non. Si on l'intègre par partie encore une fois, en fait, on a NIXX ici, donc c'est comme une deuxième dérivée ici, puis on a D2V dx2 ici, c'est une deuxième dérivée ici. Donc, si on intègre par partie encore, c'est qu'on va, dans le fond, prendre une autre dérivée, puis on va l'envoyer à lui. Donc, on va se ramasser avec un NI, XXX, alors que lui, il va être juste dv dx. Donc, on va avoir une dérivée d'ordre plus élevé. Ce qu'on souhaite éviter, on souhaite distribuer nos dérivées pour qu'elles soient le plus basse possible. Et donc, on a déjà atteint notre but ici d'avoir la dérivée la plus basse possible. Donc, si on vient réexprimer ça, on va voir que notre intégrale I1, ça va être le premier terme qu'on avait obtenu dans le transparent précédent, moins I4. Et donc, en ramenant ça, et puis en venant faire la substitution que D2V étoile dx2, dans le fond, c'est nos fonctions d'essai NI, fois nos delta I, et puis nos delta I ne se dérivent pas, il y a juste les NI qui se dérivent. Donc, on va avoir NI, XX, qui représente la deuxième dérivée ici. Et donc, notre intégrale I1, ça va être, si on fait juste reprendre les termes qu'on avait dans le transparent précédent, mais qu'on vient y substituer les D2V dx2, on obtient ça ici.
avec des NIXX puis des NJXX. Donc ici, on a mis D2V, DX2, c'était des NIXX fois des delta I, mais vous vous souvenez, les indices répétés NI, delta I, c'est comme si on avait une sommation sur toutes les valeurs de I. Donc, comme on utilisait déjà I ici, ben, on va prendre des J, NJ,XX, delta J, et puis c'est ça qu'on est venu écrire ici. Donc, c'est la sommation sur toutes les valeurs de J. Et donc, on a un premier terme ici, plus un terme à évaluer aux bornes, ça c'est un terme d'intégrale, et puis un autre terme à évaluer aux bornes. Donc, ce qu'on se rend compte ici, c'est qu'on a un NIXX et un NJXX transposés. Donc, notre delta J, lui, ne dépend pas de X. On va pouvoir le sortir de l'intégrale. Et puis, avec ces deux termes-là, on va pouvoir faire un tenseur dyadique, un EI fois une matrice NIXX, NJXX. Et puis, on a sorti nos delta J de notre intégrale. Puis, on a nos deux autres termes qu'il faut venir évaluer aux bornes. Et donc, qu'est-ce que c'est cette intégrale-là avec la matrice dedans? Bien, vous l'avez deviné, c'est notre matrice de rigidité qui représente la rigidité en flexion de notre poutre. Donc, on a le EI avec les dérivés de nos fonctions d'essai intégrées sur la longueur de notre élément, et puis ça multiplie nos valeurs nodales. Donc, on a la matrice de rigidité de nos efforts en flexion, et puis on a ces termes-là ici à venir évaluer au nœud. Donc, voilà pour I1. Passons à I2. I2, c'est une dérivée d'ordre 2 ici qui apparaît dans notre terme. Donc, celui-là, on va l'intégrer par partie juste une fois. Donc, en l'intégrant par partie, on va se retrouver avec NI fois P fois ça ici qui est intégré une fois, donc dVdx, à évaluer aux bornes, moins P et puis notre NI qui va être dérivé une fois avec ce terme-là qui va avoir été intégré. Donc, on a juste une dérivée d'ordre 1 ici. Voilà, donc ça ici, on va pouvoir le réexprimer. On a notre terme à évaluer aux bornes qui reste le même ici. Et puis celui-là, on va le séparer en deux. Notre V étoile, on va remplacer ça par NJ virgule X pour représenter la dérivée ici, fois nos delta J. Et donc, c'est ce terme-là ici qui va nous permettre de faire un tenseur dyadique lorsqu'on le multiplie avec le NI virgule X. Et puis, le D YDX, ben lui, va faire une autre intégrale ici. Et donc, ce terme-là ici, cette matrice-là, vous l'avez deviné, ça va nous faire une deuxième matrice de rigidité, la matrice C, qui, elle, va être la matrice de compression du problème. Donc, la matrice de compression du problème, c'est quoi? C'est comment la compression va venir changer la rigidité de notre poutre. Donc, une façon de le voir, c'est si on prend une compression qui est négative, ça va vouloir dire une tension, ben, c'est comme une corde de guitare, plus elle va être tendue, plus elle va devenir rigide. Eh bien, une poutre, plus elle est comprimée, plus elle va devenir flexible. Donc, c'est ça que notre matrice C va venir faire. Ça va changer la rigidité effective de notre poutre due aux efforts de compression. Voilà. Puis après ça, il nous reste un terme à évaluer aux bornes et puis un autre terme d'intégrale. Et puis, pour terminer, on avait I3 qui, lui, n'a pas de dérivée dedans. Hein, donc, c'était notre terme de fondation élastique avec notre chargement distribué Q. Donc, lui, on va tout simplement venir remplacer V étoile par NJ delta J. Et donc, on va obtenir ce terme-là ici. On fait sortir les delta J de notre intégrale. Donc, ça ici, ça nous donne un tenseur dyadique. Et puis, qu'est-ce que c'est ça, cette intégrale-là de ce tenseur dyadique-là? Bien, ça va être la matrice de rigidité de la fondation élastique. Donc, comment est-ce que la fondation élastique vient contribuer à la rigidité de notre structure? Ça va être exprimé dans cette matrice de fondation élastique-là. Et puis, on avait les autres termes ici à venir intégrer qu'on va garder pour plus tard. Donc, si on vient combiner nos I1, I2, I3, I4, tout ensemble, ce qu'on obtient en mettant d'un côté de l'équation les trois matrices de rigidité qu'on a trouvées, la matrice de rigidité en flexion,
la matrice de modification de la rigidité par la compression, et puis la matrice de rigidité due à la fondation élastique fois nos degrés de liberté. On obtient, dans le fond, notre grosse matrice de rigidité fois nos degrés de liberté. Et puis, de l'autre côté de l'équation, ce qu'on va obtenir, ben, si ça, c'est la matrice de rigidité fois les déplacements, F égale, Kx égale quoi? Ben, ça égale F. Donc, ça devrait être, dans le fond, nos efforts externes. Donc, comment est-ce qu'on va les expliciter un peu plus? Ben, c'est en venant faire apparaître les moments fléchissants puis les efforts tranchants. Donc, ce qu'on va se rendre compte, en fait, c'est que EI D2V dx2, de par le modèle de Bernoulli, ben, c'est les moments fléchissants. Et puis, la dérivée des moments fléchissants avec la charge de compression ici, ben, tout ça, ça va être notre effort tranchant. Hein? Donc, on avait EI D2V étoile dx2, c'est notre moment fléchissant de par Euler-Bernoulli. Et puis, à partir de notre diagramme de corps libre, on avait trouvé aussi que notre effort tranchant V, c'était la variation de notre moment fléchissant avec sa modification par la charge de compression. Et donc, lorsqu'on vient remplacer ça et ça dans l'équation précédente, on est capable de venir exprimer directement les moments fléchissants et puis les efforts tranchants aux bornes dans notre formulation élément fini. Dans le fond, c'est nos conditions aux rives naturelles qui vont venir apparaître dans notre formulation. Donc, lorsqu'on réécrit tout ça, on a KCF, donc tout ça, c'est notre matrice de rigidité fois nos degrés de liberté. Donc, si on avait des conditions aux rives essentielles à venir appliquer sur la flèche ou sur la rotation, ben, on va pouvoir les appliquer ici parce que ça apparaît explicitement. Et puis, si on a des conditions aux rives naturelles, donc sur le moment fléchissant et puis sur l'effort tranchant, aux bornes, parce que ici, c'est des termes évalués aux bornes, ben, on va pouvoir les appliquer avec ça ici. Et puis, il nous reste quelques termes ici qui sont en fait des termes de force liés à notre équation différentielle qu'on va venir expliciter dans la prochaine capsule.